Les récentes décisions fiscales du Sénat pourraient vous faire perdre très gros en 2025. Entre l'augmentation potentielle de la flat tax à 33%, la refonte du statut LMNP et l'idée d'un nouvel impôt sur la fortune improductive, les sénateurs semblent avoir pris des mesures qui pourraient impacter aussi bien les petits investisseurs que les grosses fortunes. Alors que vous soyez débutant ou bien investisseur aguerri, restez avec moi car aujourd'hui on va analyser tous ces changements afin d'anticiper ces réformes et protéger au mieux vos finances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc analyser 3 amendements qui ont été déposés par des sénateurs concernant le projet de loi finances 2025. Et ces 3 amendements sont donc la réintégration des amortissements sur le statut LMNP, un nouvel impôt sur la fortune, ainsi que le passage éventuel de la flat tax à 33% au lieu de 30%. Mais déjà, comme d'habitude, si ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne ainsi que lâcher un like, c'est excellent pour le référencement et moi ça m'aide énormément. Je t'invite également à lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo et si tu veux aller plus loin, tu peux même rejoindre mon groupe de discussion privé, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Et sans plus attendre, passons derrière l'écran. Comme je te le disais à l'instant, on va donc commencer par la réintégration des amortissements sur le statut LMNP. Donc déjà, la validation des amendements par le Sénat. Le Sénat a validé les amendements réintégrant les amortissements dans le calcul des plus-values immobilières pour les loueurs en meublé. Cette décision avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale en début d'année, suscitant une vive polémique. Et on se souvient, il y avait eu une levée de bouclier énorme de la part de tous les petits propriétaires. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des personnes louant au statut LMNP sont des petits propriétaires, et ce ne sont pas donc des multipropriétaires, et souvent, les gens qui font ça juste pour leur retraite, pour avoir un petit revenu en plus, donc automatiquement, si on leur tape dessus, ça va être très mal vu. Ensuite, on continue. L'impact sur le LMNP. Donc si la réforme est adoptée, elle rendra le statut LMNP beaucoup moins attractif pour les investisseurs. Toutefois, certaines exceptions sont prévues, notamment pour les types de résidences spécifiques, résidences seniors, de tourisme, étudiantes ou médicalisées, considérées comme répondant à un besoin local. Alors ce qui me fait sourire là-dedans, c'est qu'on vient mettre des types de résidences spécifiques pour les exempter de ces réformes, parce que, soi-disant, ça répond à un besoin local. Ok, je veux bien, mais le logement, c'est quand même un besoin local, il faut pas l'oublier. Donc normalement, ça devrait également être une exception. Donc cette réforme n'a rien à voir à faire ici. Parce que oui, si le LMNP donc est rendu beaucoup moins attractif, il y a énormément de personnes qui vont se détourner de ce statut et qui ne vont tout simplement plus investir en immobilier. Donc le parc immobilier va se détériorer, les gens qui doivent faire des travaux n'auront pas forcément les moyens de les faire et automatiquement l'offre locative sera beaucoup moins élevée et par conséquent il sera encore plus dur de se loger qu'à l'heure actuelle. Ensuite, les dates clés à venir. Donc on aura le 12 décembre 2024, le Sénat votera sur la version finale du plan de loi finances, y compris l'amendement concernant le LMNP. Le 18 décembre, l'Assemblée nationale examinera la version finale du Sénat pour un vote définitif. Mais avant tout ça, il y a la possibilité que le gouvernement utilise l'article 49.3 pour faire adopter la loi sans débat parlementaire, comme cela avait été fait pour l'année dernière. Donc oui, on se souvient, étant donné que le projet de loi finances 2024 avait été également très controversé, il était passé au 49.3 via Elisabeth Borne. Il y a d'autres amendements qui ont été proposés. Il y a eu les amortissements seraient réintégrés dans certains cas, mais pas dans d'autres, pour maintenir l'attractivité de certaines résidences avec service. Donc c'est ce qu'on a vu au-dessus. Ensuite, les investisseurs concernés par ces exceptions pourraient être épargnés par la réforme. Bon bah oui, automatiquement. Mais bon, il faut savoir un truc, c'est que lorsqu'on loue des logements qui sont donc dans ces exceptions, ce ne sont pas des locations rentables. On perd de l'argent avec. Donc il y a déjà pas grand monde qui fait ça, donc oui, évidemment qu'on va pas en plus leur taper dessus. Quoique, on sait jamais, le gouvernement est quand même prêt à tout pour récupérer de l'argent, faut pas l'oublier. Donc maintenant, concernant le bilan de cet amendement, l'affaire reste à suivre, les prochaines étapes étant cruciales pour déterminer si la réforme sera adoptée ou non. Si cette réforme passe, le nombre de logements disponibles risque encore de diminuer, car il ne sera alors plus rentable pour beaucoup de personnes d'investir. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, l'offre locative risque encore une fois de prendre un coup et donc de diminuer. On se souvient que sur Paris, il y a eu moins 50% de logements disponibles en seulement un an. Bref, continuons sur l'impôt sur la fortune. Donc cette nouvelle version de l'impôt sur la fortune qui ne sera plus l'IFI comme on le connaît actuellement, donc l'impôt sur la fortune immobilière, qui venait en remplacement de l'impôt sur la fortune tout court. Donc la proposition de l'amendement. L'amendement élargit l'IFI, rebaptisé impôt sur la fortune
improductives pour inclure des patrimoines qui ne contribuent pas directement à la croissance économique. Donc voilà, en fait on revient à l'impôt sur la fortune de base. Les actifs concernés incluraient les terrains constructibles non utilisés à des fins économiques, les liquidités et placements financiers, donc les comptes courants, les livrets d'épargne, les fonds monétaires, etc., donc les assurances vie, tout ça, les biens corporels de luxe, voitures, yachts, avions, objets précieux, les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Ça, faudra voir comment ça sera mis en place, parce que techniquement, tant qu'on a toujours nos cryptos qui sont sur différents actifs, qui ne sont pas en stablecoin, c'est quand même bizarre, je vois mal le gouvernement vouloir venir imposer quelqu'un, par exemple, qui a son argent qui est en bitcoin, sachant que le bitcoin aujourd'hui, il vaut 100 000 balles, et demain, il en vaudra peut-être 95 000. Donc je sais pas comment ça va être mis en place. Bref, on a également les droits de propriété intellectuelle et industrielle, pour lesquels le redevable n'est ni l'auteur ni l'inventeur. Par exemple, les héritiers d'artistes ou d'inventeurs. Donc pour faire simple, on prend tout ton patrimoine, pas seulement le patrimoine immobilier, et on voit là si tu es assujetti à l'impôt sur la fortune ou non. Donc les raisonnements derrière la réforme. Selon les sénateurs Sylvie Vermeillet et Albéric de Montgolfier, là s'ils sont pas de la haute, ceux-là, je sais pas ce qu'il en est. Il est incohérent que l'IFI ne touche que les actifs immobiliers, considérés souvent comme productifs. Il souligne que les placements comme les SCPI et l'investissement locatif, bien qu'inclus dans l'IFI, contribuent à la croissance et répondent aux besoins des ménages et entreprises. L'exclusion actuelle d'actifs improductifs, liquidités, voitures de luxe, etc., pousse certains contribuables à adopter des stratégies anti-économiques comme vendre des biens productifs pour placer les fonds dans des actifs non imposables. Mais c'est parfaitement normal qu'on fasse ça. On se fait imposer de partout. On se fait dégommer à en moyenne 70% quand on a une entreprise. Donc normal qu'on va chercher des endroits où on peut payer moins. C'est quand même logique. Rendez-vous compte, ça fait que vous bossez en moyenne 2 jours sur 3, même un peu plus, pour le gouvernement. Les 2 tiers de l'année sont pour lui. C'est même pas pour vous. C'est pour le gouvernement, les 2 tiers. Moi j'ai une idée de réforme qui serait vraiment utile pour le pays. Au lieu d'avoir 50 000 systèmes d'imposition différentes en fonction des statuts, tout ça, on fait un seul système d'imposition, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les bénéfices des gens et on les impose à 20%. Point barre. Donc qu'on fasse 3 millions de bénéfices ou qu'on fasse 2 centimes, on est imposé à 20%. C'est tout. Et déjà, ça serait une mesure parfaitement équitable, parce que le bénéfice n'est pas le chiffre d'affaires, faut quand même pas l'oublier, parce que quand je vois par exemple des auto-entrepreneurs qui ont je ne sais combien de charges à payer, bah oui, parce qu'ils ont des charges, ils ont de la matière première à acheter, donc ça leur fait des charges pour leur société, et ben non, on les impose sur leur chiffre d'affaires, on fait juste un abattement de 27%, et derrière, on les impose sur leur chiffre d'affaires. Ben non, on devrait les imposer sur leurs bénéfices. Ah bah c'est sûr, les recettes seraient un peu moins élevées, mais ça serait sur les bénéfices. Et encore, quand je dis les recettes ne seraient moins élevées, c'est même pas sûr. Parce qu'à 20%, c'est même pas sûr qu'il serait rentable de chercher à optimiser ou à faire de l'évasion fiscale, donc dépenser de l'argent en soi pour payer moins. Ça serait, je pense, beaucoup moins intéressant, et donc par conséquent, les gens préféreraient payer ces 20%, être tranquilles, et donc les recettes fiscales du pays seraient extrêmement hautes. Bon, et au passage, on supprime toutes les aides sociales, tous les trucs comme ça à la con, et au moins comme ça fait moins de dépenses, et on va chercher moins d'argent dans la poche du contribuable. Mais bon, avant que ce soit fait, faudrait déjà que les politiques œuvrent pour notre bien. Donc ça, c'est pas demain la veille. Ensuite, je continue. Mesures compensatoires proposées. Ah, il y a quand même des mesures compensatoires. Un relèvement du seuil d'assujettissement à l'IFI, mais faut plus l'appeler l'IFI de toute façon, pour épargner les ménages modestes ou de classe moyenne, devenus imposables uniquement à cause de la hausse des prix de l'immobilier. L'ajustement de la base d'imposition selon l'inflation immobilière, ce qui n'est pas fait actuellement. Bon, après, faut voir de combien il est relevé le seuil, parce que oui, certes, des personnes qui ont acheté, je dis n'importe quoi, un bien sur Paris dans les années 70 et qui l'ont payé, je sais pas, 100 000 balles, et aujourd'hui le prix de l'immobilier à Paris a fait fois je ne sais combien, et là il se retrouve avec un bien à 2 millions, oui, automatiquement, tu l'as un peu mauvaise quand tu te retrouves à devoir payer de l'IFI, juste parce que tu as fait un achat il y a 50 ans. Mais dans tous les cas, même s'il relève le seuil, mais il suffit juste d'avoir une maison, d'avoir un peu d'argent placé dans une assurance vie, 2-3 cryptos par-ci par-là, et 2-3 autres revenus qui tombent, et un peu de patrimoine placé, et ça y est, on dépasse le plafond et on se retrouve à devoir payer de l'IFI. C'est quand même du n'importe quoi. Un impôt sur la fortune, un impôt parce que tu fais de l'argent. Et justement, on devrait encourager les gens à faire de l'argent, pas tout le temps leur taper dessus dès qu'ils font 3 sous. Ensuite, pour finir, l'historique et les probabilités d'adoption
d'adoption. Des propositions similaires ont été rejetées par l'Assemblée nationale en 2023 et en 2024, on se souvient. L'amendement pourrait connaître le même sort cette année, mais la décision finale est attendue autour du 18 décembre 2024. Ensuite, on passe sur la flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique, qui de base, donc comme pour les dividendes, était à 30%, et là on le passe à 33%. C'est vrai qu'on n'est pas assez prélevé dans ce pays, il faut toujours en mettre un petit peu plus. Le contexte législatif. L'amendement avait été proposé par l'Assemblée nationale en octobre, mais le désaccord sur le texte du plan de loi de finances 2025 avait conduit à l'annulation de cette proposition initiale. Donc oui, je m'en souviens de ça. Le Sénat a repris l'idée et validé cet amendement qui sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Donc après, ce texte, il a peu de chances de passer parce que automatiquement, toutes les personnes, les grosses entreprises, les grosses sociétés, les multinationales, ils bénéficient en fait de ce prélèvement forfaitaire unique. Pour beaucoup, ils se versent des dividendes, et donc automatiquement, vu que ce sont eux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas envie de devoir payer 3% en plus. Mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer, on verra bien. Les changements proposés. La flat tax passerait de 30 à 33%, ce qui inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Cette taxe s'applique sur plusieurs produits financiers, notamment les revenus du plan d'épargne, donc les PE, les plus-values mobilières des assurances vie, les dividendes générés par les investissements. Donc c'est ce dont je vous parlais juste avant. Et là, les 12,8 et les 17,2, donc ça fait 30%, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est le calcul à l'heure actuelle. Donc à voir comment ça passera à 33%. Est-ce qu'ils vont augmenter les prélèvements sociaux? Est-ce qu'ils vont augmenter l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'ils vont augmenter les deux? Ça, on verra bien, c'est pas encore fixé. Ensuite, l'impact sur le contribuable. La mesure concerne aussi bien les petits investisseurs, par exemple ceux qui réalisent une plus-value modeste sur une assurance vie, que les grands investisseurs qui brassent plusieurs millions par an. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant. L'absence de différenciation entre petit et grand patrimoine est critiquée. Aucune règle ne limite cette augmentation aux dividendes ou plus-value supérieure à un certain seuil. Mais déjà, il faut arrêter de faire une différence entre le petit et le gros. Normalement, ça doit être équitable pour tout le monde, et il faut arrêter de toujours vouloir taper sur le gros. Le gros, quand même, faut pas oublier qu'il fournit de l'emploi, il fournit plein de choses au pays, il paye énormément d'impôts, donc il faut quand même arrêter de tout le temps taper dessus. Parce que là, on voit à toujours taper sur les gros, on est en train de détruire le tissu économique du pays, on voit il y a des licenciements partout, c'est le bazar partout, et on continue de taper en disant oui, c'est que la faute des gros. C'est la faute de ceux qui votent les lois, tout simplement. Et pour finir, les prochaines étapes, donc c'est le texte final sera soumis à l'Assemblée nationale pour validation. Et selon moi, j'estime qu'il est probable que cette mesure soit adoptée pour 2025, compte tenu de son acceptation préalable par les députés. Donc là, étant donné que ça a souvent été ramené sur la table, il y a quand même une forte pression, et je pense qu'il est fort possible que la flat tax passe malheureusement à 33%. Bon, comme tu auras pu le voir, les bonnes nouvelles ne sont pas forcément au rendez-vous, mais merci quand même à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. D'ailleurs, si tu veux en discuter un peu plus en détail, je t'invite à rejoindre mon groupe de discussion privé, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur mes méthodes d'investissement, tu peux également jeter un œil à l'ebook que tu trouveras aussi en description de la vidéo. Et comme d'habitude, lâche un like ainsi qu'un abonnement, on rush désormais les 500 abonnés, et je te dis à plus, salut!